Bienvenue à nouveau dans l'émission. Aujourd'hui, nous recevons le colonel Douglas McGregor, vétéran de combat décoré, auteur et ancien conseiller du secrétaire à la défense des États-Unis. Merci beaucoup d'être avec nous. À présent, au sujet de la possible guerre contre l'Iran, la situation est un peu confuse. D'un côté, on observe un renforcement massif, ou plutôt une concentration de la puissance militaire. De l'autre, on pourrait avoir l'impression que Donald Trump, lors de son discours sur l'état de l'Union, a atténué certaines des exigences les plus fermes à l'égard des Iraniens. Je me demandais, comment interprétez-vous la situation? Pensez-vous qu'une décision a été prise d'entrer en guerre? Oui, je le pense. Je crois qu'il reconnaît qu'il n'a pas vraiment le choix. Vous savez, il faut comprendre qu'il a mis à la Maison-Blanche et l'énorme pouvoir et influence du lobby israélien et des milliardaires sionistes aux États-Unis qui y contribuent. Je suis sûr que, si vous avez regardé le discours sur l'état de l'Union, vous avez vu que lorsqu'il a parlé de l'Iran, il a reçu une ovation debout, non seulement de son propre parti, mais aussi des démocrates. Cela montre que le lobby contrôle à la fois le Congrès et la Maison-Blanche. Dans ces conditions, je pense qu'une guerre avec l'Iran est inévitable. Maintenant, les gens se demandent pourquoi cela n'a pas encore eu lieu. Je pensais que cela se produirait un peu plus tôt, mais je crois qu'il faut comprendre que nous faisons face à un certain nombre de problèmes. Tout d'abord, vous savez, nous n'avons que 2 groupes aéronavals. Normalement, pour une opération de cette ampleur contre un pays comme l'Iran, on en aurait plusieurs. Mais la marine n'est pas dans sa meilleure forme en ce moment. Nous avons 3 autres groupes aéronavals qui pourraient être prêts à intervenir dans les prochaines semaines, mais ils ont des problèmes, ils ne sont pas à pleine capacité. On peut donc se demander si nous allons attendre aussi longtemps. Je ne sais pas, j'en doute. Je pense que le poids de cette opération va reposer en grande partie sur l'US Air Force. La flotte essaiera de protéger les Israéliens, en particulier celles stationnées en Méditerranée, contre les missiles entrants. La flotte dans l'océan Indien, je ne suis pas sûr de son efficacité ni de son impact. Plusieurs de mes amis ont suivi la procédure. Je ne m'y suis pas encore attelé moi-même, mais de nombreux autres analystes l'ont fait. Quand on considère les centaines de kilomètres qu'il faut parcourir en avion, que ce soit depuis des bases terrestres ou maritimes, c'est-à-dire depuis des porte-avions, pour livrer des bombes, des munitions, des missiles, des roquettes, et ainsi de suite, on se retrouve dans une situation où il faut probablement se ravitailler en vol sur le trajet vers la zone cible, puis à nouveau sur le chemin du retour, car il s'agit de centaines de kilomètres. Ainsi, des avions qui, en temps normal, peuvent parcourir environ 300 000, vont maintenant devoir voler sur 700 ou même 800 000 pour atteindre la zone de mission. Et je ne parle pas nécessairement de pénétrer les défenses aériennes intégrées de l'Iran, qui, cette fois, je pense, fonctionneront infiniment mieux que la dernière fois, simplement parce que les Russes et les Chinois ont investi énormément d'expertise, de temps et d'argent pour les rendre efficaces. Donc oui, je pense que nous allons assister à une guerre. Et le peuple américain, dans sa grande majorité, du moins selon les données des sondages, est opposé à une guerre avec l'Iran. Selon le sondage que l'on consulte, ils sont 70%, 75%, presque 80% à dire non. Plus de guerre au Moyen-Orient, point final. Aucune guerre nulle part pour la plupart des Américains. Mais les Américains ne contrôlent pas le Congrès. C'est le lobby pro-israélien qui le fait. Et donc, quand on parle de démocratie, je pense qu'il faut prendre un peu de recul et regarder la réalité. Ce n'est pas seulement le lobby pro-israélien sur cette question particulière, évidemment il est décisif, mais beaucoup de lobbies à Washington, D.C. dépensent énormément d'argent pour influencer les votes en leur faveur. Dans le cas du lobby pro-israélien, ils disent
Eh bien, nous n'avons dépensé qu'un peu plus de 3 millions pour le lobbying. C'est vrai, mais cela n'inclut pas, vous savez, essentiellement plus de 100 millions de dollars dépensés par des milliardaires sionistes directement pour prendre le contrôle des candidats. Comment fait-on cela? Eh bien, vous savez, vous investissez de l'argent dans leur campagne, dans leur comité d'action politique, et vous leur faites comprendre que s'ils ne votent pas comme vous le souhaitez, vous soutiendrez leurs adversaires. Peu importe qui est l'adversaire ou à quel parti il appartient. En d'autres termes, faites des affaires comme nous vous le disons, et tout ira très bien. Vous en tirerez beaucoup d'argent, et nous vous enverrons d'autres bonnes nouvelles. Parce que, souvenez-vous, ces milliardaires possèdent la majorité des médias. Ce sont des figures de proue du monde financier. Ils possèdent Hollywood. Et ce n'est pas tout. Ils contrôlent probablement une grande partie de la profession juridique. Mais au bout du compte, ils sont en position de force avec les banques. Et les différentes entreprises mettront encore plus d'argent dans votre poche si vous allez dans leur sens. J'ai bien peur qu'à ce stade, peu importe ce que pensent ou veulent les Américains, leur gouvernement est engagé sur la voie de la guerre avec l'Iran. Eh bien, comment pensez-vous que cette guerre sera menée? Vous avez mentionné que beaucoup de ces bombardiers doivent voler beaucoup plus loin que d'habitude. Mais il y a des rapports faisant état du déploiement de plus d'une centaine d'avions ravitailleurs pour soutenir ce qui semble être un renforcement massif de la puissance navale et aérienne. Alors, comment pensez-vous que cette guerre peut être menée? Parce que ce ne sera pas une guerre limitée. Et je pense que les Iraniens ont également écarté la possibilité d'une simple frappe limitée. Alors, comment voyez-vous cette guerre? Je sais que vous ne participez pas à la planification militaire dans ce cas précis, mais comment pensez-vous que cette planification est menée? Je ne connais pas les différentes options qui sont présentées au président Trump. Les politiciens, comme vous le savez, ont toujours eu tendance à vouloir ménager la chèvre et le chou. La plupart des politiciens ne veulent pas aller jusqu'au bout. Et par là, je veux dire qu'ils cherchent quelque chose de moins que ce qu'ils redoutent le plus, à savoir une guerre totale. Je suis donc sûr qu'on lui présente quelques options limitées, car les politiciens aiment donner des signaux plutôt que de réellement agir. Vous savez, lorsque nous nous dirigions vers la campagne aérienne au Kosovo en 1998, les politiciens à Bruxelles proposaient des idées du genre « Faisons une frappe de démonstration pour montrer aux Serbes que nous sommes sérieux. » Et bien sûr, c'était ridicule. Vous savez, on allait tirer des missiles de croisière sur une cible où il n'y avait ni personne, ni installation digne de ce nom, et on disait à tout le monde de regarder la cible, puis d'observer l'explosion. Et ils pensaient que cela pourrait éviter une campagne de bombardement contre les Serbes. Bien sûr, cette idée a finalement été abandonnée, mais ils ont continué à essayer de bricoler, et au final, nous avons mal calculé. Quand je dis « nous », je parle du grand quartier général des puissances alliées en Europe, sur le nombre d'avions et de munitions nécessaires. Ainsi, la campagne aérienne, au lieu de se terminer en 2 semaines, a duré 78 jours. Je pense qu'on observe ici un phénomène similaire. Vous ne parlez plus de 8 millions de personnes au Kosovo et en Serbie. Vous parlez de 90 à 93 millions de personnes en Iran, ce qui correspond à peu près à la taille de l'Europe occidentale. Et les centres de population sont désormais activement couverts par divers systèmes de défense aérienne. Maintenant, est-ce que tous ces systèmes de défense aérienne fonctionneront très bien? Je ne sais pas. Je suppose qu'ils feront mieux que la dernière fois. Mais le défi pour nous, comme je l'ai mentionné plus tôt, est double. Tout d'abord,
Il faut pouvoir se maintenir dans une région où en ce moment, presque tout le monde nous dit de quitter leur pays. Laissez-moi m'arrêter un instant pour y réfléchir. La Jordanie nous autorise à occuper des bases dans la partie ouest du pays, 2 d'entre elles. Et il y a un grand nombre d'avions stationnés au sol là-bas. Sinon, nous dépendons largement de bases aériennes situées en dehors de la région. C'est un énorme problème, car au lieu de simplement effectuer des allers-retours dans un périmètre relativement proche de l'Iran, comme nous l'avions fait la dernière fois, cette fois-ci, comme vous l'avez souligné, nous parcourons des centaines de kilomètres. Pour cela, il faut une réserve presque inépuisable d'avions ravitailleurs. Et ceux-ci doivent se relayer. Il faut des ravitailleurs en vol sur zone, d'autres en route, et d'autres encore sur le chemin du retour pour être réapprovisionnés, et ainsi de suite. Pour l'instant, il semble que nous prévoyons d'opérer dans l'espace aérien irakien. À présent, les Irakiens ne nous soutiennent pas, et ils s'opposent fermement à toute guerre avec l'Iran. Je ne sais pas ce que cela signifie. Est-ce que cela veut dire que nous pourrions faire face à de l'hostilité de la part de l'Irak dans cet espace aérien? Sommes-nous limités par cela? Je veux dire, certains disent que nous pourrions subir des attaques venant du nord et que l'Iran pourrait attaquer depuis le sud. Eh bien, si l'on vient du sud, il faut parcourir presque 1000 milles pour atteindre les cibles visées. C'est extrêmement difficile. Tout récemment, au cours des dernières 24 heures, un ami sur le terrain là-bas m'a dit « Vous savez, nous sommes contraints de nous replier sur l'Inde comme base à partir de laquelle nous pourrions nous déployer, faire le plein, nous réarmer, puis repartir en mission. » Ou bien on est contraint de se tourner vers l'Afrique. Mais même les États africains comme l'Égypte et le Soudan ne nous soutiennent pas dans notre guerre contre l'Iran. En partie, c'est parce qu'ils n'ont jamais voulu s'y engager dès le départ. Mais je pense qu'il faut aussi souligner que les propos tenus par l'ambassadeur Huckabee lors de son entretien avec Tucker Carlson ont eu un impact très négatif. Les populations de la région perçoivent le projet du Grand Israël comme une menace existentielle pour elles. Si l'on met tout cela bout à bout, et qu'on considère en plus le fait que notre marine est surmenée, surexploitée et franchement épuisée, on comprend la situation. Le groupe de combat du Ford est resté dans les Caraïbes pendant plus de 6 mois. Je crois qu'ils en sont à leur 9e, voire 10e mois en mer. C'est scandaleux. C'est tout simplement inacceptable. Maintenant, ils sont entrés dans la baie de Souda, en Crète, juste au large des côtes grecques, pour faire face à de nombreux problèmes. Tout le monde a entendu parler de leurs problèmes d'élimination des déchets, disons-le ainsi. Mais ensuite se pose la question, une fois que vos navires ont tiré leurs missiles, où vont-ils aller pour en recharger de nouveaux? Faut-il descendre jusqu'à Diego Garcia? On ne peut pas utiliser le Golfe, et historiquement, c'est là que nous faisions nos rechargements. Faut-il retourner en Italie, en Sicile, jusqu'à Naples, ou remonter vers la Grèce, probablement vers la Grèce, je le soupçonne, dans une certaine mesure. Tous ces problèmes, je ne pense pas qu'ils aient été anticipés, et ils sont maintenant exposés au grand jour. Les gens discutent de la manière d'y faire face. Donc, même si nous avons suffisamment de roquettes, de bombes et de missiles à disposition pour détruire une grande partie de l'Iran, cela ne fait aucun doute, comment les amener sur la cible? Comment y parvenir? Comment s'approcher suffisamment pour larguer vos munitions ou lancer vos missiles sans vous mettre en danger? Nous tracions des arcs en examinant le Shahab 2, qui est un missile balistique de théâtre. Un missile balistique de moyenne portée que les Iraniens ont développé. Il est hypersonique et ils en possèdent un grand nombre. Même les pistes d'atterrissage ou les bases aériennes de l'ouest de la Jordanie sont à portée. Israël l'est aussi, bien sûr, tout comme les navires en Méditerranée.
Nous avons donc l'avantage, je dirais, en matière de technologie RR et solaire à bien des égards. Mais nous faisons face à la tyrannie de la distance. Et les seules personnes capables d'entrer et de sortir pour livrer leurs munitions facilement, à condition de ne pas être abattues, même si nous pensons qu'elles ne peuvent pas être efficacement prises pour cible, sont les bombardiers B-2 et, à terme, les B-52. Mais ils volent à quoi? 12 000 mètres d'altitude. Nous n'en sommes pas sûrs. Nous ne pensons pas que les Iraniens puissent les abattre, mais nous pourrions découvrir que nous avons tort. Car nous voyons beaucoup d'indices montrant qu'ils peuvent les suivre. Et si l'on peut suivre quelque chose, comme les Serbes l'ont démontré, on peut l'abattre. En résumé, nous avons beaucoup de questions sans bonne réponse. La marine et l'armée de l'air travaillent dur pour traiter ces problèmes et trouver des solutions. Mais je pense que c'est pour cela que l'on commence à entendre des murmures à Washington au sein de l'armée sur son incertitude quant à l'issue de la campagne de missiles contre l'Iran. Dans quelle mesure s'agit-il simplement d'une mauvaise planification? Parce qu'il semble effectivement coûteux de maintenir tout ce matériel militaire et toutes ces troupes. Et comme vous l'avez mentionné avec Gerald Ford, il y a aussi le problème du gaspillage de base. Il faut de temps en temps rapatrier les équipements pour l'entretien. Mais étant donné qu'il dispose de toutes ces armes en place, tout en menant une diplomatie prolongée et sans stratégie claire de guerre, c'est-à-dire, quels sont les plans de guerre? Où se ravitaille-t-on? Où recharge-t-on les missiles? Toutes ces questions différentes. Oui, est-ce simplement une mauvaise planification? On pourrait penser que cela aurait été réglé. Ou bien, les États-Unis ont-ils été pris par surprise par le refus de l'Iran d'autoriser une guerre limitée? Ou bien, cela n'a-t-il pas tant d'importance? Eh bien, vous savez, c'est une bonne question. Et je pense que nous avons obtenu une réponse partielle, tout à fait par hasard, lorsque M. Witkoff, l'un des deux plénipotentiaires que le président Trump envoie à travers le monde pour négocier des accords en son nom, a été interrogé sur quelque chose de similaire à ce que vous venez de demander. Ils n'ont pas été très performants, évidemment, mais ils continuent de les utiliser. Et il a dit, eh bien, vous savez, nous pensions que lorsqu'il verrait cet énorme renforcement militaire, il capitulerait. C'est ce qu'il a dit. Donc je pense, dans une certaine mesure, que nous avons affaire à des gens qui ont non seulement une image exagérée de nous, de nous-mêmes, en d'autres termes, de l'armée américaine, de son efficacité dans le temps, de sa capacité de projection de puissance. Vous avez un groupe de personnes qui ne comprennent pas le monde dans lequel elles vivent. Elles ne comprennent pas que pour l'Iran, la survie à ce stade, face à nous et à Israël, est une question existentielle. Lorsqu'on est confronté à des questions existentielles, on a tendance à se battre jusqu'au bout. Vous savez, Ulysses Grant, après la fin de sa présidence, a entrepris une sorte de tournée mondiale. Il s'est arrêté, fait intéressant, quelque temps en Chine et a visité Pékin. Il n'a pas parlé avec l'empereur de l'époque. En réalité, c'était peut-être une impératrice. Mais il a bien discuté avec les principaux représentants, chanceliers et ainsi de suite. Et ils lui demandèrent, « Général Grant, dans quelles circonstances devrions-nous, nous Chinois, être prêts à faire la guerre? » Et bien sûr, à cette époque, la Chine traversait ce siècle d'humiliation lorsque les Européens allaient et venaient sur son territoire et qu'elle ne pouvait pas y faire grand-chose. Et il répondit, « La guerre est toujours une erreur, sauf en cas d'humiliation nationale ou de désastre stratégique. » En d'autres termes, on ne se bat que lorsque son existence même est en jeu. Eh bien, pour l'Iran, la question est tranchée. Leur existence est en jeu. On ne se rend pas et on ne capitule pas devant des puissances vouées à votre destruction. Maintenant, nous pouvons revenir sur toutes ces absurdités du genre « l'aide arrive, nous venons ».
Et tous les Iraniens, des millions d'entre eux, ne vont pas sauter de joie en disant « S'il vous plaît, bombardez-nous, détruisez notre pays pour que nous puissions être libres. » Tout cela, c'est n'importe quoi. Et les chiffres qui circulent dans la rue sur le nombre de milliers de personnes tuées sont absurdes. La manière dont toute cette affaire est présentée est absurde. Mais le fait est que, si vous êtes Iranien en ce moment, vous avez un choix. Vivre à genoux comme l'État subordonné ou vassal permanent du Grand Israël, ou vous battre. Ils vont se battre. Et je ne pense pas que M. Witkoff, ou le président Trump, ou M. Kushner, ou l'un des autres membres de son cercle rapproché comme M. Ludnick, comprennent vraiment ce que cela signifie pour l'Iran. Ils ne vont pas se soumettre. Il n'y aura pas de solution intermédiaire entre la paix et la guerre. Si nous les attaquons, ils adopteront une posture de guerre totale et ils s'attendent pleinement à se battre jusqu'à la fin amère. Je ne pense pas que nous ayons jamais eu cette intention. Je crois que nous avons eu tendance à attribuer à l'Iran les mêmes faiblesses très évidentes et flagrantes que l'on observe dans de nombreux États arabes. Mais les Iraniens ne sont pas des Arabes. Les Turcs ne sont pas des Arabes. Ce sont de grandes puissances. Si vous pensez qu'ils vont se soumettre à vous sur la base de menaces dont ils comprennent les limites et ils connaissent vos limites, cela n'arrivera pas. Donc à ce stade, je pense que nous sommes surpris. En ce sens, vous avez raison, nous ne nous sommes pas préparés au pire scénario. Plus tôt, vous avez mentionné Huckabee, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, et la manière dont il a accordé cette interview à Tucker Carlson, où il expliquait pourquoi Israël devrait essentiellement s'emparer de la moitié du Moyen-Orient. C'est son droit, disait-il. Je pense qu'il est raisonnable de supposer que cela a effrayé bon nombre des alliés de l'Amérique. Mais comment voyez-vous la disposition des différents alliés des États-Unis à participer, soit en se joignant à l'opération, soit en autorisant l'utilisation de leur territoire pour des lancements, des ravitaillements ou d'autres activités de ce genre? Car j'imagine que chacun a intérêt à faire savoir qu'il ne veut rien avoir à faire avec cela. Même les Britanniques ont laissé entendre que les États-Unis ne pourraient pas utiliser Diego Garcia. Je ne sais pas s'ils sont revenus sur cette position depuis, mais je suppose qu'il ne coûte rien de faire de telles déclarations publiquement avant une attaque. Pendant une attaque, en revanche, les choses pourraient changer. Comment voyez-vous la possibilité pour les États-Unis de coopérer avec leurs alliés dans une telle opération? Eh bien, en ce qui concerne les Britanniques, on m'a dit que la RAF envoie ses F-35 pour participer, ainsi que des avions ravitailleurs. Donc c'est peut-être l'un de ces cas typiquement britanniques où ils veulent montrer une image à leur opinion publique et une autre à nous. Je pense que vous verrez le SAS impliqué, le Mi-6 impliqué, la Royal Air Force impliquée, et leurs ravitailleurs feront partie de l'opération. Quant au reste des Européens, probablement pas. Et cela ne devrait pas nous surprendre. Certains diront qu'ils sont lâches parce qu'ils ont peur des grandes populations musulmanes dans leur pays. Cela peut être vrai dans certains cas, mais je pense qu'il y a un autre aspect. Aussi peu que les Européens apprécient les musulmans vivant dans leur pays et aimeraient les voir repartir, ils ne soutiennent pas le meurtre de masse. En d'autres termes, ils ne soutiennent pas ce qui s'est passé à Gaza, ni la manière dont les Israéliens traitent les Palestiniens. Point final. Cela a un impact. Tout ce que nous voyons aujourd'hui remonte à Gaza. L'Iran se considère comme obligé, en tant que pays musulman, de manifester sa solidarité avec le peuple palestinien. Et de plus en plus, le reste du monde arabe suit cet exemple. Donc, je suppose que la réponse à votre question est que, mis à part les Britanniques, je ne m'attendrai pas à beaucoup d'aide ou d'assistance, du moins pas ouvertement. Il peut y avoir d'autres choses que les Alliés sont disposés à faire,
et il y a toujours des discussions au sein de la communauté du renseignement. J'imagine que si des informations sont découvertes à propos d'un système d'armes potentiel que nous ne connaissons pas, ou d'une intention de la part des Iraniens, les services de renseignement partageront ces informations. Je serais très surpris si ce n'était pas le cas. À ce sujet toutefois, les nouveaux systèmes d'armes possibles, c'était en fait l'une de mes questions aussi. Quelles pourraient être les surprises mutuelles ici? Parce que les États-Unis et l'Iran pourraient bien avoir quelques surprises l'un pour l'autre. Je suppose que peut-être les États-Unis et Israël, eh bien, ce ne serait pas une surprise s'ils avaient infiltré l'Iran, identifié certaines cibles et pouvaient déployer des combattants. Mais l'Iran aussi. Quel genre de surprise peut-il réserver? De nouvelles armes, des renseignements provenant d'autres acteurs extérieurs. Car les technologies d'armement elles-mêmes semblent avoir connu une sorte de révolution ces dernières années. Eh bien, il ne semble pas probable que nous assistions au même type de guerre que celle que nous avons vue en juin. Oui. Je pense que nous devons examiner plusieurs catégories. L'une d'entre elles, bien sûr, est celle des missiles balistiques de théâtre. Les Iraniens ont livré 500 ou 600 missiles aux Chinois au cours des dernières semaines. Nous ne connaissons pas la composition exacte. En d'autres termes, combien sont des missiles balistiques à moyenne portée ou hypersoniques par rapport à d'autres types. Mais nous savons que la plupart des missiles de haute technologie auxquels les Iraniens ont accès, disons sur un total de 2000, représentent probablement près de 8 ou 900 missiles. Ce seront nos cibles dès le début. Nous aimerions détruire tout cela avant que les Iraniens n'aient la possibilité de les utiliser. La famille de missiles Shahab, par exemple, est hypersonique et peut atteindre 12, 13, 1400 000 ou plus. Nous ne savons pas s'ils peuvent aller plus loin. En d'autres termes, les portées peuvent être modifiées en changeant le poids des ogives et la nature de la consommation de carburant du missile. Mais nous devons nous attendre à ce que, dans un rayon d'environ 1000 milles, ils puissent frapper presque n'importe quelle cible avec une grande précision. Et c'est hypersonique, ce qui signifie que nous ne pouvons pas l'intercepter. Il existe maintenant de nouveaux missiles fournis par les Chinois, conçus pour couler des navires en mer. Leur portée est plus courte, moins de 800 ou 900 miles, peut-être autour de 200 000 au maximum. Donc, encore une fois, on en revient à ce que nous évoquions plus tôt. Si vous êtes en mer, vous êtes obligé de vous éloigner de plus en plus pour éviter d'être touché par l'un de ces missiles, car il se peut que vous ne puissiez pas vous protéger. Souvenez-vous, les navires autour du porte-avions existent essentiellement pour protéger le porte-avions. Ce sont eux qui disposent des missiles de défense aérienne conçus pour détruire tout ce qui approche. Combien de missiles ont-ils? J'hésiterais à le dire, mais je suppose que leur stock pourrait s'épuiser très rapidement. Il faut alors retourner au port pour recharger. Maintenant, revenons à l'aspect chinois de tout cela. Les Chinois reçoivent le mérite d'avoir installé au sol un nouveau radar capable de détecter jusqu'à 700 miles ou plus. Je ne pense pas qu'il s'agisse de miles, je pense qu'il s'agit de kilomètres. Donc on parle plutôt de 450 miles, quelque chose comme ça, peut-être 500. Je ne sais pas combien de ces radars ils possèdent. Je ne sais pas exactement où ils seront positionnés, mais il est concevable que lorsqu'on examine les itinéraires probables d'attaque qui seront utilisés par la puissance aérienne et les missiles, ils puissent se concentrer sur ces trajectoires d'attaque les plus probables. Maintenant, à quel moment peuvent-ils réellement cibler quelque chose, même s'ils l'ont déjà repéré? Quand est-ce que cela devient une cible? En d'autres termes, à quel moment peut-on l'acquérir comme cible et la relier à un missile? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous le sache pour l'instant.
Quel est le degré de précision des performances du radar? En d'autres termes, que peut-on réellement apprendre de cette image radar située à 600 ou 800 km de là? Je ne sais pas. Je pense que beaucoup de gens se disent, eh bien, nous sommes fichus maintenant. Les Chinois disposent de missiles capables d'atteindre et d'abattre nos avions avant même qu'ils ne soient à portée de tir pour lancer leurs munitions. Souviens-toi, l'une des choses que nous avions faites la dernière fois, et que nous voudrons sûrement refaire, consistait à voler jusqu'à la limite de la zone de défense aérienne, puis à lancer des systèmes d'attaque conjoints. En d'autres termes, des missiles conçus pour détruire les défenses aériennes intégrées, les radars et les systèmes antimissiles. Je suis sûr que nous essaierons de faire cela. Mais ce que suggère cette nouvelle capacité radar et ces nouveaux missiles chinois, c'est que nos avions pourraient ne pas s'approcher suffisamment pour larguer leurs armes, qu'ils pourraient en réalité être abattus s'ils s'en approchent trop. Tout cela reste spéculatif, Glenn. Rien de ce dont nous parlons du côté chinois n'a été testé au combat. Nous n'en savons tout simplement rien. Quelle que soit l'affirmation, elle peut être exacte ou non. Nous allons recevoir une leçon, soyons honnêtes. Si ces choses sont aussi meurtrières qu'on le dit et qu'elles ont une telle portée, nous allons recevoir une leçon. Il n'y a aucun doute là-dessus. Une chose que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est que nous allons perdre des gens. Maintenant, quelqu'un a demandé, combien de pertes pouvons-nous supporter? Je ne sais pas. Quelqu'un a dit, eh bien, nous pouvons supporter 10 000 victimes. Cela me semble un peu extrême. Je serais surpris que nous tolérions cela tout en continuant à nous battre. Le problème ici, il y a plusieurs issues possibles. L'une d'elles est que nous ne perdions pas tant de monde, mais que nous ayons peu ou pas d'impact sur l'Iran. C'est une possibilité. Que faisons-nous alors? Le président Trump peut-il présenter cela comme une sorte de victoire, pas sans une reddition de l'Iran? Alors le prochain scénario possible, c'est que nous soyons très performants. Nous détruisons une grande partie de la défense aérienne intégrée, mais nous voyons toujours des missiles s'abattre sur Israël en grand nombre, causant des dégâts irréparables et tuant des gens. Comment peut-on présenter cela comme une réussite? J'en ai aucune idée. Et puis, il y a celui que je pense le plus probable. Nous subissons des pertes. Israël subit des pertes. Les Iraniens subissent des pertes. Mais nous en sortons les plus touchés, et les Israéliens bien plus encore. C'est une possibilité bien réelle. Je pense que c'est pour ça qu'à Washington, on entend maintenant toutes ces choses du genre. Eh bien, vous savez, peut-être qu'il faut envisager une autre approche. Peut-être devrions-nous reconsidérer la situation. Le problème, c'est comment Trump pourrait-il reconsidérer quoi que ce soit? Il a constamment menacé l'Iran, et il a posé ce jalon. Vous savez, les Israéliens veulent que l'arsenal de missiles balistiques soit réduit et limité. Les Israéliens ne veulent aucune interaction entre l'Iran et ses alliés dans la région. Ces choses-là n'arriveront pas. Donc la seule chose que le président Trump a dite de manière constante, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. Ce qui est acceptable, puisque les Iraniens ont déclaré qu'ils n'en voulaient pas. Mais ensuite, il ne dit pas d'enrichissement. Nous sommes passés de pas d'enrichissement à peut-être 60%. Eh bien, nous revenons au plan d'action global conjoint élaboré sous le président Obama. Comment le président Trump pourrait-il revenir en arrière et réadopter quelque chose qu'il a rejeté lors de son premier mandat? Je ne pense pas que ce soit possible. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que nous allons avoir une attaque. Nous allons frapper l'Iran. Et les scénarios que j'ai évoqués sont tous valables. Je veux dire, ils pourraient tous se dérouler ainsi. Et je n'ai pas de réponse définitive à vous donner. Eh bien, vous dites que la décision de partir en guerre a très probablement été prise.
et que l'Iran, pour de bonnes raisons, considère cela comme une menace existentielle. Je suis tout à fait d'accord. Je ne pense pas qu'un changement de régime soit à venir. Je pense que cela signifierait la balkanisation et la destruction de l'Iran. Mais comment pensez-vous que l'Iran va réagir alors? Parce que la dernière guerre était principalement entre l'Iran et Israël avant que les États-Unis n'y participent, ce qui représentait une menace très différente pour les Iraniens. Les États-Unis constituent une force de combat très différente. Elle est bien plus puissante et son objectif semble être non seulement d'affaiblir, mais peut-être de détruire complètement l'Iran en tant que nation. Alors, comment pensez-vous que l'Iran va réagir à cela? Encore une fois, je pense que, quoi que nous fassions, quel que soit le type d'attaque que nous lançons, l'Iran passera en guerre totale et il restera dans cette posture jusqu'à ce que nous abandonnions et partions, que nous soyons détruits ou qu'ils ne puissent plus se battre. Maintenant, l'avantage des Iraniens, c'est qu'ils sont sur leur propre territoire. Ils peuvent se réapprovisionner rapidement, continuer à produire, donc fabriquer davantage de missiles et d'armes. Il y a aussi un autre élément à prendre en compte. À quel moment les Russes et les Chinois décideront-ils que cela suffit? Je pense que pour l'instant, les Russes laissent la place aux Chinois en Iran. Je pense que c'est parce que les Chinois ont dit « Vous devez en finir avec la guerre en Ukraine. Nous prendrons la tête du soutien et de l'assistance à l'Iran. » Je pense qu'une telle discussion privée a eu lieu. Alors que feront les Chinois? Leur plus grande préoccupation, bien sûr, est de maintenir l'intégrité de l'Iran. Ils ne veulent pas qu'il soit fragmenté, divisé, détruit ou occupé par les Israéliens ou nos supplétifs, ni perdre le contrôle de leurs champs pétrolifères au profit des Israéliens et de nous. C'est la dernière chose qu'ils souhaitent. Ils ne veulent pas non plus que le détroit d'Ormuz soit bloqué. Ils disposent donc d'une petite flottille de destroyers dans l'océan Indien et ils ont envoyé des sous-marins en mer. Je ne sais pas où ils se trouvent, mais ils ont effectivement quelques sous-marins là-bas. Les Russes aussi. Et je pense qu'ils devront faire le point sur la situation actuelle. Le résultat idéal pour les Russes et les Chinois serait qu'ils aient apporté à l'Iran suffisamment de soutien pour lui permettre de nous résister et de survivre aux attaques sans intervention directe. Mais si cela n'est pas possible, il n'est pas exclu que l'on voit des pilotes chinois aux commandes d'avions iraniens, pilotant les appareils les plus modernes, tout comme nous avons. Apparemment, des pilotes, notamment néerlandais et d'autres pays de l'OTAN, qui volent volontairement sur des F-16 pour les Ukrainiens. On pourrait donc voir la même chose se produire avec les Chinois et potentiellement avec les Russes. Mais encore une fois, je pense que les Chinois prendront l'initiative dans ce cas. Eh bien, c'est un problème lorsqu'une guerre éclate entre des pays aussi vastes et stratégiquement importants. On ne souhaite pas vraiment voir l'un des deux l'emporter de manière décisive, car cela pourrait entraîner des actions extrêmement désespérées. Donc, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Si l'Iran semble perdre, on pourrait voir la Russie et la Chine agir de manière très désespérée pour redresser la situation. Mais si les États-Unis peinent et s'épuisent, et que les Iraniens parviennent à porter un coup potentiellement décisif contre les Israéliens, ou si les États-Unis subissent des pertes insupportables, vous avez mentionné 10 000 morts, quelque chose de cet ordre, que ferait alors un pays aussi désespéré que les États-Unis? Car ils ne peuvent pas non plus être vaincus par l'Iran. Pensez-vous qu'il y ait la moindre chance que les États-Unis envisagent d'utiliser l'arme nucléaire, ou est-ce un pas de trop? Eh bien, n'oublions pas que nous avons aussi un problème avec notre système financier. Nous sommes fauchés.
Le système de monnaie fiduciaire court un grand risque d'implosion. La monnaie que nous utilisons n'est soutenue par rien d'autre que, comme on dit, la foi et la confiance dans le gouvernement américain, ses forces armées et son économie. Eh bien, l'économie ne se porte pas si bien, contrairement à ce que notre président a déclaré hier soir. Et si l'on prend cela en compte, la vraie question est, si cela ne fonctionne pas, réduisez-vous vos pertes chez vous? Le faites-vous? Et si oui, admettez-vous la défaite? Demandez-vous une médiation russe avec l'Iran pour mettre fin au conflit? C'est possible, mais c'est rationnel. Nous, les Américains, ne sommes pas particulièrement rationnels. Nous sommes très émotifs. Je pense que le président Trump se trouve dans une situation où s'il doit admettre une défaite d'une manière ou d'une autre, cela ne sera pas bien perçu dans le pays. Et souvenez-vous, la plupart des Américains s'opposent à cette guerre. Les derniers sondages indiquent 70%, 75% d'opposition, voire plus. Alors, que vont-ils dire si nous sommes perçus comme perdants? Eh bien, nous n'aurions jamais dû y aller. Que faisons-nous là-bas? On pourrait voir tout s'effondrer. Mais cette guerre aura lieu à cause de ce que vous avez vu hier soir lors du discours sur l'état de l'Union. Le Congrès tout entier, démocrates et républicains des deux côtés, se levant et disant « Que Dieu bénisse Israël ». C'est effectivement ce qu'ils ont dit. Et nous allons soutenir une guerre contre l'Iran. Pourquoi les Américains ne descendent-ils pas dans la rue? Pourquoi ne protestent-ils pas? Eh bien, c'est loin. Et la plupart des Américains supposent que l'Iran est comme n'importe quel autre État du Moyen-Orient, qu'ils ne sont pas très puissants, qu'ils sont faibles, que nous pouvons les bombarder jusqu'à ce qu'ils se soumettent. Certains Américains ont avalé toute la propagande sur l'Iran maléfique et la société médiévale et tout ce genre de discours. Il n'y en a pas beaucoup qui y prêtent vraiment attention, mais la plupart écartent simplement la question d'un revers de main. Donc si les choses tournent mal, ils seront très surpris, extrêmement surpris. Et voici un autre facteur à garder à l'esprit. Et c'est quelque chose que tu sous-entendais, et tu as raison, Clint. Nous serons embarrassés sur la scène mondiale. En ce moment, la plupart des gens en Europe, la plupart des gens en Asie, presque partout où l'on va, pensent que les forces armées des États-Unis sont invincibles et invulnérables. Si jamais il s'avère que nous ne sommes ni invincibles ni invulnérables, cela encouragera-t-il d'autres à adopter des positions opposées aux nôtres? Je dirais que oui. Et nous ne parlons pas seulement de l'hémisphère Est. Quel sera l'impact dans l'hémisphère Ouest? Les Américains, en ce moment, observent de loin ce qui se passe au Mexique. C'est horrible. Le Mexique est un grand État dominé par le crime organisé, gouverné et dirigé par des cartels de la drogue et de la traite des êtres humains. Ils sont extrêmement bien armés. Tout le monde pointe du doigt le Venezuela. Mais franchement, le Venezuela paraît insignifiant à côté du Mexique. Beaucoup d'Américains sont très inquiets à ce sujet, car nous n'avons pas arrêté le flux de drogue. Nous l'avons réduit, mais pas stoppé. Nous n'avons pas arrêté la traite des êtres humains. Nous l'avons réduite, mais pas stoppée. Et les gangs et les cartels sont extrêmement bien armés, et ils sont en contact étroit avec nos adversaires potentiels. Il y a donc toutes sortes de mauvaises possibilités qui pourraient en découler. Mais personne ne s'est assis à Washington, ni dans cette administration, ni au Congrès, pour dire « Que faisons-nous » Ils ne regardent que ce qu'ils peuvent en tirer. Ils ne regardent jamais ce qu'ils pourraient y perdre. Et nous pourrions perdre beaucoup et obtenir très peu en retour de notre investissement si nous ne faisons pas attention. Cela remonte à un autre sujet dont nous avons déjà parlé, et la plupart des Européens doivent le comprendre. Nous ne sommes une puissance terrestre nulle part, sauf dans l'hémisphère occidental. Nous sommes avant tout une puissance maritime et aérospatiale.
Et une puissance maritime et aérospatiale a, je dirais, un temps de présence limité. Elle intervient, reste un certain temps, puis repart. Elle ne produit pas d'effet permanent, stratégiquement irréversible. Cela ne peut être accompli que par un grand nombre de forces terrestres. Nous n'en avons pas envoyé. Ce n'est pas une question de savoir si nous devrions ou si nous pourrions. Nunawaz Yath. Notre armée a été réduite à une fraction de ce qu'elle était autrefois. Ce n'est plus qu'une ombre de ce que nous avions en 1991. Donc vous ne verrez pas cela. Que peut-on réellement accomplir avec des bombes et des missiles qui s'abattent sur des populations? Je veux dire, nous aurions dû l'apprendre de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons bombardé l'Allemagne sans relâche, tué des centaines de milliers, plus d'1 million de civils dans ces villes, en les incendiant et en détruisant tout. Cela n'a pas changé grand-chose. Il a fallu les armées pour lentement réprimer et occuper l'Allemagne. Donc cela n'arrivera pas. Je ne sais pas si quelqu'un s'est vraiment penché sur la question, car souvenez-vous qu'en ce moment, le président des chefs d'état-major interarmés et le vice-président des chefs d'état-major interarmés sont tous deux des aviateurs. Le conseiller principal du président est un aviateur. Et je suis sûr que c'est un homme très intelligent et réfléchi. Du moins, je l'espère. Mais la communauté de la puissance aérienne rate rarement l'occasion de bombarder, sous prétexte de vouloir démontrer que c'est tout ce dont on a besoin. Cela n'a jamais été tout ce dont nous avions besoin, et je ne pense pas que ce le sera maintenant. Oui, je suppose que c'est pour ça que la guerre est si dangereuse aujourd'hui. On peut voir tous les pièges et toutes les catastrophes possibles. Et pourtant, il n'y a pas de voie de sortie pour s'en éloigner. Sinon, j'aurais aimé te poser des questions sur le Mexique, parce que je ne comprends pas pourquoi le Mexique ne cherche pas à favoriser une plus grande coopération avec les États-Unis. Il semble perdre le contrôle. Mais nous n'avons plus de temps. Alors peut-être qu'on pourra en parler la prochaine fois. Souviens-toi simplement qu'au Mexique, le gouvernement n'est qu'une façade. La présidente est sans importance. Elle contrôle environ 40 km² de Mexico. Le reste du pays est entre les mains du crime organisé et des cartels de la drogue. C'est la vérité. Donc quand on parle du Mexique, le gouvernement peut faire très peu de choses. L'armée est l'institution la plus puissante, et elle est elle aussi impliquée dans le crime organisé. Ainsi, lorsqu'un affrontement éclate entre l'armée et un cartel, comme on l'a vu récemment, il s'agit généralement d'une lutte pour le pouvoir, l'argent et les hommes. Ce n'est pas la preuve que le gouvernement contrôle quoi que ce soit. Et d'ailleurs, si vous écoutez la conférence de presse où Mme Sheinbaum s'est exprimée, aux côtés du ministre de la Défense et du procureur général, ils ont déclaré « C'est fini. Nous sommes revenus à la normale maintenant. Il n'y aura plus de combat comme celui-ci. » Et en réalité, ils sont effectivement revenus à la normale. Mais la normale, c'est la criminalité organisée. Ce n'est pas un pays ni un État-nation au sens où les Européens l'entendent. Ainsi, lorsque vous regardez les zones touristiques, et ils s'en préoccupent beaucoup en ce moment, car les navires de croisière et les compagnies aériennes font demi-tour et n'entrent plus au Mexique, les cartels auront tout intérêt à rétablir un certain calme dans ces régions pour que l'argent continue d'affluer dans le pays. Mais ce n'est pas l'État mexicain. Fascinant. C'est une autre partie du monde. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir permis de profiter de vos connaissances. Espérons qu'il n'y aura pas de guerre. Merci encore. Au revoir.